Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors, aujourd'hui, le sujet, ce sera la question du syndicalisme étudiant de gauche. On a déjà parlé auparavant du syndicalisme et on a, en l'occurrence, de façon assez générale. Et s'il est vrai que j'estime que le syndicalisme ouvrier est un sujet beaucoup plus important, par exemple, que le syndicalisme étudiant, eh bien, il faut quand même traiter du sujet. Voilà. Euh, et donc, voilà, je parle du syndicalisme étudiant de gauche parce qu'il y a aussi un syndicalisme étudiant de droite lié à des libéraux, des nationalistes, voire des réactionnaires, mais bon, voilà. Bon, vous avez à boire et à manger, des syndicalistes, oui, des syndicalistes, oui, vous avez des syndicalistes nationalistes, libéraux ou réactionnaires, bon, bref, il y a un pêle-mêle de syndicalistes de droite. Vous avez des syndicalistes apolitiques ou prétendus comme tels, même des syndicalistes macronistes déguisés en apolitiques, hein, ou juste apolitiques, et voilà. Vous avez, en termes de syndicalisme étudiant, vous avez, euh, vous avez toute une panoplie de syndicalisme étudiant liés à des sensibilités politiques, en disant les choses clairement. Voilà. Faut quand même évoquer les choses, voilà. Euh, voilà, même si dans le domaine du syndicalisme ouvrier, on a un syndicalisme de gauche, avec, bon, même si on peut qualifier la SFDT comme de droite, ou ou FO de sociotraîtres trotskistes, mais ça c'est encore un autre sujet. Voilà, enfin, mais voilà, vous avez un syndicalisme assez politisé. Voilà. À titre personnel, moi, si on regarde mes positions sur le plan économique et social, je suis à gauche de la gauche de la gauche de la gauche. Hein, je suis communiste. Hein, je suis pour la propriété collective des moyens de production et d'échange. Seulement, pour le reste, je constate que la gauche actuelle est complètement à la ramasse. Moi, je suis d'une vieille gauche républicaine, euh, laïque, pas très islamophile, il est vrai. C'est-à-dire que j'estime que la religion doit être chose privée et pas chose publique. J'estime que l'islam, comme le christianisme, doivent fermer leur gueule face à l'État et face à l'intérêt populaire, et que faire du communautarisme, faire du lobby pro-islam et compagnie, ça ne vaut pas plus que, pas moins que, que, le, que du prosélytisme catholique, traditionnaliste ou évangéliste. J'estime que le christianisme et l'islam, moi je suis sur la vieille formule de la religion c'est l'opium du peuple, j'estime que le racisme de gauche déguisé en antiracisme, bah, c'est de la merde, que le wokisme c'est de la merde, que il faut limiter l'immigration, non pas par xénophobie, mais parce que si on veut accueillir dans de bonnes conditions les migrants, bah, mathématiquement, eh ben, on est obligé de réduire le nombre si on, parce qu'on face à des ressources limitées. Et face à la montée de l'extrême droite que nos gauchos aiment bien mettre en avant en disant qu'il faut faire barrage au point de s'allier avec des macronistes, eh bien, ce qui nourrit justement cette extrême droite, c'est que la gauche ne parle absolument pas du sujet migratoire. Mais voilà, j'estime qu'il faut sortir de l'Union européenne. Apparemment, pour certains, c'est du nationalisme d'extrême droite, même s'il y a des partis comme le PRCF qui sont bel et bien de gauche, qui sont souverainistes, qui sont pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, qui sont des outils du capitalisme. Mais voilà, j'estime que la gauche actuelle est traversée d'un mélange de gauchisme et de social-libéralisme, de libéralisme, et qu'elle n'amène nulle part. Et j'estime que le clivage gauche-droite aujourd'hui est complètement à la ramasse. J'estime par exemple qu'au final, si on regarde bien, au final, quelqu'un comme Asselineau ou Florian Philippot, si on regarde bien, comme ils sont pour la sortie de l'Union européenne, sur le plan économique et social, seraient fatalement plus à gauche que Mélenchon. Même si certains viendraient de la vieille droite sociale. Dans le cas de Philippot, c'est un ancien chevènementiste, donc il a côtoyé un mec de gauche, il était un membre d'une aile souverainiste du FN. Euh, et donc, du coup, que c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est normal.
Clivage gauche-droite, c'est une tendance, ce n'est pas une famille politique comme le socialisme, le libéralisme, le nationalisme, le conservatisme, tous les ismes que vous voulez. Le clivage gauche-droite, c'est un fourre-tout qui existe depuis la Révolution française entre ceux qui étaient pour et contre, à la base, le veto royal. Et donc les gens qui étaient contre l'absolutisme royal étaient à gauche. Et les gens qui étaient pour le veto royal, ceux qui étaient pour l'absolutisme royal, étaient à droite. La droite étant la main de Dieu, voilà, renvoyée à Dieu, du point de vue de la symbolique chrétienne, ou à Dieu et Jésus. Eh bien, la droite, c'était ceux qui étaient du côté de l'absolutisme royal et du droit divin. Et la gauche, ceux qui étaient contre, qui estimaient qu'il fallait mettre des limites. Voilà. Et donc le sens a fatalement évolué. Et vous aviez des royalistes de gauche parce qu'ils étaient contre l'absolutisme royal. Voilà, c'est le sens parlementaire voilà, du terme gauche et droite. Euh, et donc fatalement, vous avez forcément des libéraux à gauche et des socialistes. Et donc vous avez forcément des gens qui ne pensent absolument pas, qui sont absolument pas d'accord entre eux. Vous avez des libéraux. Ah, en fait, si vous voulez, la gauche, c'est un mélange de libéralisme progressiste, ou avec des progrès, un progressiste, vous pouvez mettre des grosses guillemets selon les cas, et de socialisme. Et dans socialisme, autant de sociaux-démocrates que de communistes. Donc forcément, si vous absolutisez la notion de gauche, eh ben vous vous couchez devant le libéralisme. Parce que s'il faut faire l'union de la gauche, il faut fuir l'union des communistes et de libéraux comme Glucksmann, ou comme des mecs du PS qui font la loi El Khomri, en fait. Ça ne marche pas. Et du coup, on ne va pas au fond des choses. Par exemple, pour moi, il est plus logique pour un communiste de s'allier avec un gaulliste pourtant classé à droite, mais qui voudra défendre les services publics et l'indépendance nationale, que avec un mec du PS qui va vendre le pays à l'Union européenne, faire des lois néolibérales qui sont pas différentes de ce que ferait un mec de LR. Voilà, faut quand même dire les choses. Voilà, voilà. Pour certains, ce que je dis là, c'est-à-dire rejeter le clivage gauche-droite parce qu'il est superficiel au fond, et être sur un truc gauche du travail, nation, laïcité, république, pour certains c'est du rouge-brunisme. Pour certains c'est du Nazbol. Mais qui est Nazbol entre un mec comme Mélenchon qui va jusqu'à s'acoquiner avec les islamistes et un mec qui est fidèle à à la République, une indivisible, démocratique, laïque et sociale. Aller accuser Babeuf, le premier communiste réellement agissant, selon Marx, d'être un rouge-brun. Aller accuser Marx d'être un rouge-brun. Vous m'en direz des nouvelles. Il était rouge, Marx, point. Vous avez aussi des choses qui étaient pas très politiquement correctes au 19e siècle, dans le cas de Engels vis-à-vis des Urning. Mais bon, ça c'est encore une autre affaire, voilà, les questions de mœurs. Mais voilà, vous avez une histoire de la gauche, et il faut, bah, en fait, les gens qui nous rabâchent la gauche, la gauche, la gauche, n'ont pas étudié l'histoire et souvent ne la connaissent pas, pour ne pas voir les transformations de la gauche, et ne sont ni historiens ni philosophes en fait. Voilà. Ils sont ni historiens parce qu'ils ne regardent pas l'histoire de la gauche. Je vous dis pas de faire des études d'histoire, je vous dis d'ouvrir un bouquin, vous intéresser aux événements historiques et voir que l'histoire de la gauche, ce n'est pas toutes les inepties que vous entendez aujourd'hui à gauche. Il y avait une gauche qui historiquement parlait de l'immigration comme armée de réserve du capital, et pas de les méchants fachos qui veulent des frontières. Voilà. Et puis Jean Jaurès, il parlait de frontières, le socialiste douanier, c'est quoi? Hein. Voilà. Et ils ne sont pas philosophes parce qu'ils n'utilisent pas leur cerveau. Je ne parle pas de gens qui vous citent Kant et Hegel par cœur. Quand je parle de philosophe, je parle de gens qui font de la philosophie, c'est-à-dire l'exercice d'esprit critique, l'exercice de raisonnement, de réflexion générale. Voilà.
C'est l'amour de la sagesse, la philosophie, en grec. Et au-delà de ceux qui s'intéressent à la philosophie en tant que discipline, il y a la capacité de chacun et de chacune à être philosophe, un peu en amateur peut-être, mais à élaborer un raisonnement philosophique. Du moment où on utilise sa logique, du moment où on utilise sa raison, du moment où on utilise son esprit critique, on peut ébaucher un raisonnement philosophique. Après, une culture philosophique et une certaine rigueur intellectuelle peut aider à développer des théories sur la morale, sur la logique, sur l'épistémologie, sur la philosophie politique, sur tout un tas de sujets même sur l'esthétique si vous vous intéressez à l'art, sur l'épistémologie si vous vous intéressez aux sciences et à la connaissance en général, sur la logique, voilà, sur l'éthique, sur les questions morales. Voilà. Mais au-delà de ça, chacun et chacune peut être philosophe des moments où il est capable de construire une pensée. Et en l'occurrence, je ne vois pas à gauche beaucoup de gens qui ont une pensée politique construite. Voilà. Il y en a quelques-uns, mais pas tous. Voilà, ça c'est quand même une chose. Et puis vous avez beaucoup de suiveurs. Moi, je ne suis pas de ces gens-là. Je ne suis pas des gens qui vont s'abreuver de discours de Mélenchon ou de Roussel ou de je ne sais quel autre escroc, en fait, à mes yeux. À mes yeux, ce sont des politiciens professionnels qui se moquent de leur monde, qui ne proposent pas le Frexit, qui ne proposent pas la sortie de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, qui parlent à un public qu'ils abusent, et ils ne tiendront absolument aucune de leurs promesses. Vous ne pouvez pas défendre les services publics et nationaliser et protéger l'économie française, protéger les travailleurs français, si vous refusez les frontières, si vous refusez la souveraineté monétaire, la souveraineté législative, et que vous soumettez à l'Union européenne néolibérale. C'est un fait. Donc voilà, ça c'est l'aspect sur l'aspect gauche. Pour moi, il faut une indépendance du mouvement ouvrier vis-à-vis de la gauche. Moi, je me revendique d'une histoire de la gauche qui est républicanisme ou mouvement ouvrier. Donc, voilà, si vous voulez me qualifier de communiste de droite, allez-y, je m'en fous. Puisque j'ai dépassé le clivage gauche-droite, justement. Voilà, ce petit point est nécessaire pour développer le reste, si vous voulez. Syndicalisme étudiant. Et je pense qu'il y a plusieurs choses à développer vis-à-vis du syndicalisme étudiant, en réalité. Il y a la situation sociale variée des étudiants, il y a la pertinence du syndicalisme étudiant, les méthodes de lutte, il y a le gauchisme sociétal, le sociétalisme et le socialisme dans ces questions. Donc les enjeux, d'un côté les enjeux sociétaux euh, de la gauche bien pensante, enfin mal pensante, enfin, si on veut considérer que ce qu'ils pensent c'est quand même d'une qualité assez médiocre, bien pensante au sens où, oui, il y a du dogmatisme, bon, euh, la, le sociétalisme et le socialisme, donc là, ce qui est pertinent et ce qui est des discours d'une gauche petite bourgeoise, les enjeux matériels, les enjeux de différentes situations sociales, les méthodes de lutte, voilà, la pertinence du syndicalisme sur le plan des étudiants. Voilà. Et bon, la question des syndicats, de la gauche, euh, et, euh, et de se demander comment les syndicats sont capables de s'adapter de s'adapter avec le temps et de faire évoluer leurs méthodes. Voilà, sans prétendre non plus être un inventeur de nouvelles méthodes de lutte, blablabla, hein, je dis qu'il faut quand même être capable d'envisager peut-être des choses nouvelles. Voilà. Alors, premier point, on va faire de la sociologie, entre guillemets. Bah, je veux dire, ça va être assez sommaire. C'est-à-dire qu'on va évoquer la situation variée des étudiants. Parce que les étudiants, vous comparez un étudiant à un ouvrier, l'ouvrier, vous pouvez le situer du point de vue de la classe sociale, vous pouvez le situer au sein du prolétariat. Généralement, vous n'avez pas un mec avec un costard qui va à l'usine. Il y avait des fils de bourgeois de gauche qui voulaient s'engager dans le socialisme à une époque, qui allaient travailler à l'usine pour être en contact avec les masses travailleuses. C'est vrai. Voilà, enfin, même s'ils pouvaient produire des théories merdiques comme Simone Veil,
voilà, enfin, et nous sortir et être des ennemis du prolétariat. Voilà, vous pouvez très bien avoir des gens de gauche qui sont des ennemis du prolétariat, qui te parlent de socialisme, mais qui en conduisent sur des voies de garage. Euh, et souvent, quand ils sont dans un milieu bourgeois, bon, ils- parfois ils peuvent avoir des idées intéressantes, parfois du fait de leur milieu social bourgeois, on peut se demander s'ils sont pas là pour faire du sabotage idéologique et pour essayer de lutter contre l'influence de l'ancien PCF qui lui défendait les travailleurs. Euh, donc il y a les situations sociales variées des étudiants. Voilà. Vous avez pas la même situation. Les ouvriers, oui, en général, c'est des prolos. Les étudiants, ouais. Les étudiants, vous avez des cas différents. Les étudiants, vous avez des étudiants qui sont prolétaires, vous avez des petits bourgeois, vous avez des bourgeois, vous avez des gens qui viennent du milieu paysan, du milieu qu'on appelle classe moyenne, c'est-à-dire classe ouvrière, mais avec bien éduqué. Il y a différentes strates, enfin, on va dire, certains, ce que certains appelleraient l'aristocratie ouvrière. Vous avez différentes. Voilà, la classe ouvrière, c'est pas uniforme. Vous avez des gens qui sont vraiment le bas de la classe ouvrière, des gens qui s'en sortent bien, soit parce qu'ils ont bossé, soit parce qu'ils ont réussi à économiser. Voilà, voilà. Et en fait, vous avez, bon, dans la classe ouvrière, des gens qui aujourd'hui ont été capables de mettre leur enfant, d'envoyer leur enfant à l'université, ce qui n'a pas toujours été le cas. Vous avez des petits bourgeois, fatalement. Vous avez des grands bourgeois. Vous avez de tout. Après, voilà, les grands bourgeois, peut-être qu'ils vont peut-être pas dans les mêmes écoles, peut-être qu'ils se mélangent pas trop toujours, mais voilà, mais quand même un peu. Euh, et puis vous avez des villes entre elles, voilà, qui sont plus ou moins dotées, et certaines qui sont médiocres et qui ont une réputation, voilà. Vous avez des étudiants qui sont travailleurs et d'autres qui ne le sont pas, donc qui peuvent être chômeurs ou travailleurs. Vous avez des mi-temps, vous avez des gens qui cumulent plusieurs mi-temps, cumulent plusieurs petits boulots dans le cadre de leur étude. Voilà, donc vous avez la question du travail à côté. Et vous avez des étudiants qui sont des livreurs, des livreaux. Bon, la question de la syndicalisation de ce genre de métier se pose. Euh, du coup, ouais, est-ce qu'ils sont accompagnés dans leur travail de livreur ou en tant qu'étudiant? Vous avez la situation sociale de personnes qui ont des bourses, de personnes qui ont des allocations, notamment les personnes handicapées. Vous avez des handicapés qui n'ont pas ben, fait les papiers ou qui n'ont pas fait les démarches ou qui n'ont pas été reconnus handicapés et qui ont besoin de ces là. Vous avez le logement, vous avez la question du logement, c'est-à-dire des étudiants qui vivent encore chez leurs parents, des étudiants qui vivent dans leur appart, qui vivent dans une résidence étudiante, qui sont locataires. S'ils sont très riches, vous pouvez en avoir qui sont propriétaires, je ne sais pas. Vous avez des cas très très variés, avec des logements étudiants ou des appartements qui peuvent être de qualité assez variable. Hein, dans l'immobilier, vous avez parfois des gens qui sont des escrocs. Vous avez aussi des gens honnêtes, mais vous avez aussi des escrocs, faut dire les choses. Et dans les résidences étudiantes, vous avez aussi voilà, des problèmes, voilà, quand même aussi. Vous avez des cas très très variés. Vous avez des étudiants qui sont handicapés, d'autres qui ne le sont pas, et dans le handicap, vous avez de tout. Ça, par exemple, ça, c'est un handicap. C'est un handicap sensoriel. Vous ne pouvez pas comparer mes lunettes, d'ailleurs que je vais bientôt, dont je vais changer les verres et qui sont juste une lunette de rechange, parce que j'ai pété une branche, parce qu'une de mes branches de mes vieilles lunettes s'est pétée, donc du coup c'est une lunette de rechange. Là, du coup, c'est moins bien esthétiquement que voilà. Voilà. Hem et bon, je vais faire changer parce que les verts, ils sont pas top. Vous avez, les personnes qui sont aveugles, vous avez des personnes qui sont problèmes d'audition, donc tout ce qui est handicap sensoriel. Vous avez tout ce qui est handicap moteur, et là, c'est très varié. Ça peut aller, du mec en fauteuil roulant au mec qui est cul-de-jatte ou qui enfin, ça vous direz il y a ça un peu dans mon travail, peut-être des gens qui ont du handicap, une question d'insertion professionnelle, mais vous avez des gens enfin en cul-de-jatte, j'ai pas vu beaucoup de cul-de-jatte, pour être honnête. Des gens qui ont un fauteuil roulant, vous avez des gens qui sont dyspraxiques. Ah, vous avez c'est dans les troubles 10, des troubles avec la dysphasie pour les gens qui ont problème d'élocution, la dyslexie, qui ont un problème avec la lecture, la calculie avec le calcul. Bon, vous avez des tas de troubles 10. Ce sont des handicaps. Il faut quand même rendre compte de la question des handicaps.
Vous avez l'autisme dans le cadre de la sociabilisation. Vous avez handicap mental, bon, intellectuel, bon, ça empêche un peu de faire des études quand même. Vous avez des gens qui ont troubles de l'attention. Vous avez des cas médicaux, voilà, vous avez tous les cas de la neurodivergence. Vous avez des cas, oui, de handicap très très variés qu'il faut prendre en compte parce que ça fait partie de l'aspect social des choses, l'aspect de santé et de l'aspect voilà, des allocations, par exemple, des allocations adultes handicapés, voilà, et voilà, de la possibilité pour des étudiants handicapés de faire des études. Voilà, par exemple, quelqu'un qui est autiste aura des problèmes d'intégration vis-à-vis d'autres étudiants, voilà, et d'isolement social, ce qui psychologiquement peut, voilà, peut mener, voilà. Alors, dans le cas de l'autisme, il y a plus de grosses difficultés dans le domaine de collège, lycée ou même primaire, parce que l'harcèlement scolaire, c'est quelque chose pour les personnes autistes. Mais dans le cadre universitaire, bon, normalement, c'est plus mature, mais quoique, voilà. Voilà, enfin, vous avez toutes ces difficultés-là liées au handicap, personnes handicapées et non handicapées. Bon, vous avez des problèmes de santé mentale à côté, de santé tout court. Voilà, enfin, des étudiants qui ont des problèmes de santé, qui se soignent pas ou mal et qui ont besoin d'accompagnement voilà, de santé. Voilà. Vous avez tout un tas de problématiques très variées et de profils d'étudiants. Vous avez des étudiants qui ont les bourses ou qui ne les ont pas. Vous avez des étudiants qui renouvellent pas leur dossier de bourse. Donc, il faut prendre en compte tous ces enjeux matériels-là. Et donc, vous avez forcément des étudiants qui sont pas dans la même situation. Un étudiant qui est au chômage ou qui est oisif parce que parce qu'il est fils à papa-maman ou qui doit cumuler les boulots, c'est pas le même cas que voilà, un étudiant qui est handicapé et qui est un autre qui est dans une situation valide. Bon, il va y avoir des aides spécifiques pour les personnes handicapées. Voilà, enfin, vous savez, voilà. Et on pourrait avoir des discriminations visées handicap, voilà, éventuellement. Enfin, et vous avez aussi des choses qui font que voilà, vous n'avez pas demandé à quelqu'un qui est tétraplégique de jouer au foot comme quelqu'un qui a ses deux jambes, parce que malgré toute la bonne volonté du monde, d'intégration ou d'inclusion, comme diraient certains woke, ça risque d'être difficile de faire passer le ballon avec un fauteuil roulant. Même si on pourrait dire que ce serait, voilà, je parle oui, peut-être pas de foot, ils ont peut-être pas le temps, mais là je parle du fait que certains handicaps peuvent gêner la sociabilisation. Par exemple, si on parle de la discrimination des handicapés, bon, le cas le plus lié à l'intégration sociale, à la question de l'intégration sociale, c'est l'autisme. Et comme en plus les personnes autistes ont des problèmes d'intégration sociale, quand vous avez une gauche très woke à l'université, c'est une gauche qui te parle de lutte contre la discrimination, mais vis-à-vis des personnes autistes, eh bien évidemment, cette gauche-là va s'y prendre très mal. Puisque déjà que c'est ultra compliqué pour une personne autiste les codes sociaux, alors les codes sociaux des woke qui reposent sur des concepts tels que la déconstruction du genre ou le féminisme, mais un féminisme très agressif vis-à-vis des hommes, un mec, homme, autiste, qui parle à peine à une fille, qui comprend pas pourquoi il se fait agresser par un néo-féministe, qui l'accuse d'être du patriarcat ou d'harceler, machin truc, et qui lui ben, parle juste aux gens ou s'exprime maladroitement, et ben va voilà. Donc c'est un peu contradictoire pour ce qui est de la lutte contre les discriminations. Voilà, je voulais là j'ai un petit peu anticipé sur le sociétalisme et le socialisme, sur l'aspect, la différence, le problème du wokisme dans la gauche étudiante, des syndicalistes de gauche étudiants. Et je reparlerai un peu plus en détail. Voilà. Mais vous avez des profils étudiants très variés. Profils d'handicapés avec les handicaps très divers. Vous ne pouvez pas confondre un handicap physique et mental et psychologique. Voilà. Ce sont des réalités différentes, même s'il y a des choses qui sont liées parfois. Voilà, enfin, par exemple, vous trouvez parfois certaines personnes qui cumulent assez facilement les troubles autistiques avec la dyspraxie. Voilà. C'est pas toujours le cas, c'est très varié. Bon. Voilà, ça pose la question de l'accompagnement des étudiants. Voilà.
ça pose la question. Ça pose la question de la variété du type de profil d'étudiants. Les étudiants ne sont pas une classe sociale, les étudiants ont des difficultés particulières ou des avantages particuliers. C'est pas pour moi, je n'aime pas l'approche moralisatrice de la chose qu'utilise la gauche woke, qui est il y a les privilégiés et il y a les dominés. Moi, je parle des exploiteurs et des exploités, je parle des gens qui n'ont pas de peau et des gens qui ont plus de chance. Mais voilà, enfin, si par exemple, pour être gentil avec un type qui a plus l'usage de ses jambes, qui est en fauteuil roulant, il faut se couper les deux jambes, ça devient ridicule. Enfin, voilà. Enfin, donc il y a des profils assez variés. Voilà. Voilà, voilà, c'est un fait. Et voilà. Enfin, moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de voir un étudiant qui était aveugle. Il avait un ordinateur pour aveugle. J'ai jamais compris comment ça fonctionnait, son truc. Il avait une touche qui était plus ou moins tactile en braille. Voilà, je me dis, mais il y a bien du courage. Bon, heureusement qu'il est accompagné. C'est une situation assez particulière pour faire des études qui nécessitent des accompagnements. Voilà, enfin, voilà. Voilà. Donc il y a des profils assez variés d'étudiants. Ça, c'est un fait. L'autre, c'est que la gauche étudiante est déconnante idéologiquement, parce qu'elle est de gauche et qu'elle n'est pas socialiste. Enfin, étant de gauche, elle n'est pas socialiste à mon sens. C'est-à-dire que le socialiste doit se concentrer sur des questions beaucoup plus matérielles à mon sens, que les questions identitaires de la gauche un peu coconne qui ne fait que suivre des modes sociétals parfois critiquables. Quand vous avez OS CGT dans le milieu étudiant et que vous avez lutte contre la transphobie, féminisme, écologie, euh, quoi d'autre? Lutte antiraciste, lutte contre l'homophobie, etc., etc. Vous avez des trucs qui n'ont rien à voir. Alors, il y a des cas de causes qui sont à apprécier de façon différente. C'est-à-dire, vous avez des causes qui ont juste rien à voir avec le sujet, d'autres qui sont excessives ou, ou mal ou avec un militantisme assez maladroit, et d'autres qui sont complètement à rejeter. Par exemple, la lutte contre la transphobie, le transactivisme, ça c'est complètement à rejeter à la poubelle. Parce que ce sont des gens qui militent littéralement pour que des gens puissent se faire mutiler. Pour moi, on ne va pas libérer quelqu'un, émanciper quelqu'un, en acceptant qu'il se fasse couper un organe génital. Ces gens-là, je les appelle la gauche Mengele. Eux, ils s'appellent gauche progressiste. Pour moi, ils ne sont absolument pas progressistes quand ils estiment que le progrès, c'est d'hormoner quelqu'un à vie, de lui couper les organes génitaux parce qu'il s'autodétermine. Déjà, c'est du libéralisme que cette approche de liberté individuelle totale, même au prix de l'aliénation. Euh, et c'est du libéralisme, non seulement c'est du libéralisme culturel, mais c'est du libéralisme économique. Puisque qui est-ce qui en profite derrière? Moi, c'est l'industrie pharmaceutique avec la production d'hormones et l'industrie de la chirurgie esthétique. Il faut dire ce qui est. Il faut quand même rappeler les faits. Mon approche est factuelle sur ce sujet, c'est que ça profite à qui? Hein, ce genre de choses. Ça profite pas au prolétariat. La lutte contre l'homophobie, ben oui, c'est pas bien de discriminer les gens sur leur orientation sexuelle. À mon sens, c'est l'homosexualité comme l'hétérosexualité. En fait, la sexualité des gens, c'est une chose privée. Je suis pour que les homosexuels aient le droit de se marier, d'adopter, d'avoir des gamins, que les femmes lesbiennes puissent avoir la PMA. Je suis absolument contre le fait que des couples gays aient accès, ou des couples hétéros par ailleurs, aient accès à la GPA, parce que vous avez affaire des trafics d'enfants et à une instrumentalisation, une marchandisation du corps de la femme qui est abominable. Parfois, c'est des femmes des pays pauvres voilà, qui vendent leur corps, littéralement. Qui vendent voilà, avec des souffrances psychologiques qui sont ce qu'elles sont. Voilà, j'estime que la GPA est une horreur du point de vue de la commercialisation, de la marchandisation du corps humain. La PMA, par contre, le fait que des couples de femmes puissent vouloir se faire inséminer ou des couples infertiles puissent vouloir avoir des enfants et qu'il y ait un désir d'avoir des enfants, je peux comprendre, le désir de fonder une famille. Voilà, je peux le comprendre tout à fait, et voilà. Tout comme je peux comprendre que des gens soient homo, hétéros, mais voilà,
Enfin, je considère que ces gens-là ont le droit au bonheur, en fait. Je leur souhaite, à chacun et chacune, homo, hétéro, tout ce qu'ils veulent, enfin tout ce qu'ils veulent, il y a des limites quand même, eh ben, tout le bonheur du monde. Voilà, si c'est important, l'amour dans la vie, ça fait partie de la vie. Il y a des limites parce que ceux qui vont me justifier les trucs de pédophilie au nom de l'orientation, de la liberté d'orientation sexuelle, ça existe malheureusement. Et les pédophiles, eh ben, il faut être sévère vis-à-vis de ces gens-là, étant donné que la protection de l'enfance est un sujet capital. Du point de vue du socialisme, l'éducation des enfants, une bonne instruction pour les enfants, la protection de l'enfance, de la santé, de l'intégrité physique et psychologique des enfants, c'est préparer la société future. Et moralement, de façon générale, ben, c'est absolument abject de s'attaquer à un gamin. Voilà, les gamins, il faut les protéger, à mon sens, il faut qu'ils puissent se développer dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est un truc. Quant au féminisme, je suis tout à fait d'accord avec l'idée d'égalité en droit entre les hommes et les femmes, avec le droit à l'avortement. Il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à être mères, il y en a des femmes qui ne devraient même pas être mères, parce qu'elles ne sont pas prêtes, justement. Euh, voilà, et du coup, voilà. Il y avait des faiseuses d'anges qui avortaient des femmes à l'aiguille à tricoter à une époque. Je ne pense pas que retourner à cette époque-là soit une bonne chose. Voilà, je pense. La lutte contre le racisme, je suis tout à fait d'accord sur le principe. La différence, c'est que quand on contrer un racisme de gauche en disant qu'il y a les blancs et les racisés, eh bien, factuellement, on fait du racisme. Et ça, je suis absolument contre, quand qu'on catégorise les gens par leur couleur de peau ou leur ethnie. Pour moi, les humains sont des humains. Il y a des connards et des gens, des types formidables, autant chez des gens qui sont blancs, qui sont noirs, qui sont asiatiques, africains, type européen, voilà, d'un peu tous les coins de la planète, vous pouvez avoir des braves types et des sales cons. Il faut dire les choses. Vous pouvez avoir voilà, et ça dépend absolument pas de votre ethnie, de votre couleur de peau, ça dépend du fait que vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Voilà, et des connards, il y en a partout. Et des types géniaux, ben, il peut y en avoir partout. Des types et des nanas, bien sûr. On n'oublie pas les femmes. Voilà, donc voilà, l'écologie, ben, moi je suis sur une ligne qui est simple. Certes, sauvegardons la planète, c'est un beau principe. Il faut prendre soin de l'environnement, je suis tout à fait d'accord. Mais priorité à la réindustrialisation du pays et à la défense des classes populaires, rejet de l'écologie punitive, rejet du discours antinucléaire, qui de toute façon nous fait utiliser des centrales à charbon, rejet d'une écologie mondialiste type ELV qui va consommer du quinoa plutôt que de manger du bœuf français, rejet du véganisme, rejet de la décroissance, réindustrialisation de la France, rejet de l'écologie punitive. Ah, moi je suis sur une écologie qui n'est pas l'Europe Écologie Les Verts, mais le socialisme. Le socialisme, c'est la planification de l'économie, le protectionnisme, la protection du mode de vie paysan, la protection de l'environnement d'un point de vue scientifique, d'un point de vue populaire, avec le peuple et avec aussi une approche scientifique des choses. Je suis beaucoup plus intéressé par un discours de Jean Covici que de Sandrine Rousseau, si vous voulez. Voilà, qu'elle aille jeter des sorts avec son écoféminisme, Sandrine Rousseau, mais un discours un peu plus carré, type Jean Covici, qui a certainement ses défauts, mais il n'y a pas photo entre Jean Covici et Sandrine Rousseau, vous voyez qui est le plus rationnel des deux. Voilà, même si, bon, Jean Covici est quelqu'un d'assez spécial. Voilà. Je le, je suis je suis pas contre le fait de critiquer Jean Covici sur certains points, mais rendons à César ce qui est à César. Voilà, donc il y a des choses avec le wokisme qui sont problématiques, avec la théorie du genre, avec ce qu'ils appellent la théorie critique de la race, donc le racialisme. À mon sens, ces dérivés idéologiques-là sont problématiques. Et ça, ce n'est pas que la gauche. Ça, c'est l'université. Moi, je suis plutôt dans le rayon des sciences humaines, de l'histoire et de la géographie. Et j'ai eu un prof d'histoire à la fac qui, lui, était plutôt, comment dire, josséomoine, on va dire, catho conservateur, plutôt sympathique par ailleurs, hein. C'est pas parce qu'il c'est un homme de droite conservatrice
que ce n'est pas quelqu'un de sympathique au demeurant. J'ai eu l'occasion de discuter avec cet individu, ce professeur-là. C'est quelqu'un de plutôt aimable quand on discute avec lui. Seulement, ce prof-là, qui aimait bien rappeler que dans les guerres de religion entre protestants et catholiques, ben, les protestants, ils n'étaient pas si innocents qu'on dit, que c'était pas que les victimes, et que, voilà, gna gna gna, les catholiques, ils étaient aussi légitimes que les protestants, voilà, enfin, qui avait son petit parti pris sur les catholiques versus les protestants, même si, bon, bon, c'était avec de la nuance historique, bien sûr, mais qui faisait savoir un peu, voilà, que oui, c'est un peu passé, les catholiques, la Saint-Barthélemy depuis. Calmez-vous. Mais voilà, effectivement, ce qui historiquement par ailleurs est vrai, hein. Vous avez aussi des protestants qui massacraient des catholiques autant que des catholiques qui massacraient des protestants, par exemple. Euh, Vous avez des torts des deux côtés. Enfin, moi, je suis pas pour juger, moi je suis athée. Ouais, je critique les deux. Les catholiques, les protestants, les musulmans, toutes les religions, je les critique. Je suis pour la critique de toutes les religions. Mais ce professeur-là, plutôt conservateur, qui voulait même devenir prêtre, mais qui n'est pas devenu prêtre, eh bien, ce professeur-là, qu'est-ce qu'il nous a fait comme cours une fois? Eh bien, il a changé. Il a plus fait un cours sur l'histoire des religions, qui est spécialisé en histoire moderne, ce prof-là, mais sur l'histoire du genre. Je lui ai posé la question à la fin de son cours. D'habitude, votre sujet, c'est plutôt l'histoire religieuse. Et il avait sorti une petite phrase humoristique, ça dépote, hein. Oui, oui, c'est vrai que ça étonne de sa part. Euh, mais voilà, avoir un prof qui vous parle de l'histoire des religions et qui, un coup, vous finit par vous parler de queer, bon, même s'il y a une approche un peu théologique dans la théorie du genre, mais généralement, bon, des cathos conservateurs, même si le pape est, semble-t-il, woke, enfin plutôt sur cette thèse-là, bon, parce que le pape est souvent du côté, les institutions religieuses sont souvent du côté de la bourgeoisie, vous aurez remarqué. Et donc quand la bourgeoisie change, ben, la- l'Église qui pouvait plus être contre la Révolution française à un certain donné, bah, s'est mis à taper sur le mouvement ouvrier. Voilà, enfin, quand à soutenir voilà, plutôt enfin, la bourgeoisie après avoir soutenu l'aristocratie. Voilà, enfin, vous avez, voilà, voilà, vous changez le fusil d'épaule, mais vous avez toujours le fait d'être du côté de la classe dominante et contre le prolétariat, contre le triarcat, puis contre le prolétariat. L'Église étant plutôt, voilà. Bon, petite digression sur l'Église catholique, mais vous avez le wokisme, ce n'est pas seulement la gauche, c'est aussi le libéralisme institutionnalisé, c'est aussi le macronisme, les idées sur le genre, voilà. Après, ça va s'être habillé différemment parce que les mecs de gauche qui portent ces idées-là se croient révolutionnaires quand ils le font, alors qu'ils sont ouvertement contre-révolutionnaires quand ils ont ces idées-là. Voilà, faut quand même dire les choses. Donc vous avez ça, vous avez cet aspect-là des choses, qui est la différence entre le socialisme et le socialisme. Le socialisme, c'est est-ce qu'on va améliorer les conditions concrètes des étudiants qui ont des problèmes avec le fait qu'ils doivent conjuguer leur horaire de travail et leur horaire de cours, le pouvoir d'achat des étudiants, le fait de leur fournir de la bouffe, qu'ils aient de meilleurs chauffages, qu'ils aient un suivi médical quand ils ont des problèmes de maladie, qu'on fasse en sorte qu'ils n'aient pas à payer une mutuelle, machin, truc, et soient bien couverts par la Sécu, que les frais universitaires, ils puissent bien les payer, que s'ils aient un handicap, eh bien, ils aient un suivi qui leur permette d'avoir les aides appropriées à leur handicap. Voilà, par exemple, une personne dyspraxique, avoir un preneur de notes. Un preneur de notes, c'est un job étudiant, c'est-à-dire c'est un étudiant qui est chargé de passer ses notes à un étudiant dyspraxique pour que celui-ci puisse suivre les cours, puisque une personne dyspraxique aura, enfin, soit a besoin d'ordinateur pour les examens, parce qu'elle me... Voilà. Soit d'un preneur de notes. C'est-à-dire la dyspraxie, c'est un trouble de la coordination motrice. C'est-à-dire une personne qui... le cerveau fonctionne très bien pour l'intellect, par exemple, mais pour ce qui est de la coordination motrice,
eh bien, la personne dyspraxique mettra du temps à apprendre à faire ses lacets, sera, pourra, si elle a vécu pendant une époque où l'intégration sociale se faisait par le foot, eh ben, sera exclue parce que de ces groupes de ses petits camarades, parce que elle fera perdre l'équipe lorsqu'elle jouera au foot avec eux, parce que c'est une personne dyspraxique, pardonnez-moi l'expression, deux pieds gauche, elle a des problèmes de coordination motrice, problème à écrire lentement et avec une écriture de cochon, on va dire, entre guillemets, enfin une écriture, une mauvaise graphie, une graphie plus lente, plus maladroite. Voilà, et vous avez des gens qui sont dyspraxiques, mais sur tout le reste, sur la capacité de raisonnement, la capacité de mémorisation, sont très bons. Pas tous, hein, vous pouvez avoir quelqu'un qui est dyspraxique et qui est médiocre intellectuellement. Et pouvoir quelqu'un qui. Le fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement pour quelqu'un qui a de bonnes capacités intellectuelles, mais qui, sur le plan dyspraxique, mais là, ça gâche un potentiel en fait. Voilà, il faut quand même dire les choses. Et voilà, vous avez, ça c'est un problème social d'accompagnement du handicap. Même si là c'est lié à un groupe spécifique quand on parle des handicapés, mais là c'est un groupe spécifique lié à, à une à une difficulté matérielle, une difficulté concrète. C'est-à-dire que quelqu'un qui est homosexuel va pas être un handicapé, ou quelqu'un qui est noir n'est pas un handicapé. Ils vont être mis, eux, dans les groupes des discriminés, parce que, effectivement, il peut y avoir du racisme, machin truc, de l'homophobie, je veux bien. Mais être noir, c'est pas un handicap. Et le penser, c'est même raciste. Considérer comme qu'il faille, par exemple, mettre des points en plus pour quelqu'un qui est noir, parce que c'est présupposer que cette personne-là serait pas capable elle-même d'avoir les capacités voilà, intellectuelles pour, voilà, enfin, ou qu'une personne homosexuelle serait plus faible ou pas, qu'elle aura besoin d'une protection spécifique. Et bien le problème, c'est que, bah non, c'est pas un handicap. En revanche, effectivement, il y a des discriminations. Mais vous pouvez avoir aussi bien des discriminations avec du racisme anti-blanc dans certains pans de la gauche qui, euh, se pensant maligne de compenser le racisme anti-noir, anti-arabe par du racisme anti-blanc. Ce qui est tout aussi con que le racisme classique de droite. Et ce qui est encore plus raciste même, parce que le racisme de droite, anti-noir, anti-arabe, vous avez du racisme envers un groupe. Euh, un groupe qui est, on va dire, les non-blancs, là, les noirs, les arabes, les asiatiques. Dans le cas du racisme de gauche, vous avez du racisme à la fois anti-blanc, type les blancs sont des oppresseurs, donc un, un racisme en disant un racisme miroir du racisme de droite, et un autre racisme qui est le racisme paternaliste parce que c'est t'es noir, t'es arabe, t'es chinois, t'es ceci, t'es cela. Et donc du coup, comme les blancs sont méchants, et ben moi qui suis un militant de gauche, je vais te protéger mon petit. Mon petit. Donc du coup, tu es paternaliste. Ces gens-là font du paternalisme, et du coup, on nie la capacité d'esprit critique, de faire librement des choix, d'avoir son propre jugement à ces gens-là au nom de la protection particulière de ces groupes, en leur disant, mais... Et quand ces personnes-là sont pas d'accord avec justement ces militants de gauche, certains leur disent, oui, mais c'est parce que tu es dominé par les blancs, la blanchité, machin truc. Et donc du coup, ils nient le libre arbitre, individuel, enfin la capacité à faire des individus qu'ils prétendent protéger, à faire des choix individuels, voilà, de choisir ce qu'ils vont voilà, ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils pensent, de s'exprimer, de penser librement. Ils nient ça au nom d'un antiracisme. C'est voilà, c'est assez problématique, vous voyez. Et donc il y a cette culture quand même des groupes dominés dans cette gauche-là, et c'est une culture qui est hostile à la lutte des classes. Pour ma part, la lutte des classes, on parle pas des dominés, on parle des exploités, et on parle d'un processus économique objectif, pas d'une perception subjective des choses ou de comportements individuels. Voilà, on parle et pas de trucs, culture, quand ils disent du racisme systémique, on ne sait pas quel système il s'agit. Quand on parle par contre du salariat, quand on parle du prolétariat contre la bourgeoisie, il y a un système économique. Et on ne peut pas nier qu'il y a un système bien solide. La propriété privée lucrative, c'est un système. La mondialisation capitaliste, c'est un système.
Par contre, le racisme systémique, machin truc, la vision de l'histoire complètement biaisé parce que, par exemple, quand on dit que c'est l'histoire, c'est qu'historiquement les blancs c'était des oppresseurs des noirs, qu'on oublie qu'il y avait des royaumes esclavagistes africains, qu'on oublie la traite arabo-musulmane, qu'on oublie tout un tas de choses qui font que voilà, qu'on oublie même des traites de populations blanches européennes dans le monde arabo-musulman, qu'on oublie que le racisme ça existait un peu partout sur la planète, l'esclavage aussi, et ben, quand on a cette vision-là biaisée de l'histoire, c'est problématique. Bien sûr, il y a eu des choses absolument terribles historiquement, il y a eu du racisme, mais c'est-à-dire qu'ils ont, au nom de la lutte contre le racisme, ils ont inventé le racisme. Et ça, vous avez tous ces discours-là woke dans le milieu étudiant, de gauche. Et on peut quand même supposer qu'il y a plus de petits bourgeois dans cette gauche étudiante que de gens qui viennent de la classe ouvrière. Et que dans les gens qui viennent de la classe ouvrière, soit certains ferment leur gueule, soit certains suivent et ou se font influencer. Faut dire les choses. Concrètement, là, il y a ça. Et alors qu'on a plein de problèmes matériels à, à évoquer, plein de problèmes d'ordre purement matériel, et qu'il faut résoudre justement. La question de la pertinence du syndicalisme dans le mouvement ouvrier. La pertinence. Le problème du syndical, c'est que le syndicalisme, c'est lié ben, surtout au fait de faire pression sur son patron. L'étudiant, lui, reçoit un service, en fait, quand il étudie. Alors, vous avez des étudiants qui sont travailleurs, vous avez des étudiants qui ont un problème de logement. Donc, il y a toutes les questions autour, vous voyez. Mais l'étudiant, quand il est en fac, ou quand il est dans une grande école, même si certains nous disent, oui, mais c'est des futurs travailleurs, mais quand il est à la fac, face à ses profs, c'est pas ses patrons. Ses profs, ils lui fournissent même un service. Voilà. Alors que, au final, voilà, enfin, c'est quand quelqu'un bloque, quand un étudiant bloque une fac pour arrêter de travailler, le patron, il en a rien à foutre. Il bloque pas les profits des patrons. Certains vont faire ça pour dire ouais, on va faire une manif. Bon, les manifs de gauche aujourd'hui versus les grèves. Je pense que les grèves, à titre personnel, je pense que les grèves ont leur effet, ont un rôle à jouer, même si avec la mondialisation, enfin, c'est quand même un rôle un peu plus relativement moindre que dans une période où on a la souveraineté nationale, où on a des frontières. Mais voilà, un mec qui bloque les facs pour aller faire des manifs, eh ben, il empêche juste les autres étudiants d'étudier. Et en fait, il ne politise vraiment pas intelligemment les choses. En revanche, éventuellement, que ça ce qui est un blocage des facs, entre guillemets, vis-à-vis de ces cours, pour étudier, mais étudier le marxisme et le syndicalisme, pourquoi pas pour former des gens au syndicalisme, s'il y a une alternative de ce genre-là, plutôt que de les faire amener en manif avec des gauchistes qui vont avoir le drapeau arc-en-ciel. Voilà. Ah oui, je disais par rapport à l'homophobie, euh, c'est très bien d'être contre l'homophobie. Déjà, il y a la loi pour lutter contre l'homophobie, c'est-à-dire que le connard qui va agresser un homo, euh, plutôt que aller manifester avec un drapeau LGBT, ben, vous allez voir la police, tout simplement, en leur disant que cette personne a été victime d'une agression, blablabla, qu'il y a des choses qui s'appellent les lois, en fait, et qui ont rien à voir avec le syndicalisme. Le fait qu'une personne, oui, des gays, des lesbiennes, vous en avez chez les prolos et vous en avez chez les bourgeois. C'est pas une question de classe, c'est une question d'orientation sexuelle. Voilà, c'est con de dire ça, mais c'est faut le dire. C'est basique, mais il y a certains pour qui, il y a certains par exemple qui croient qu'hommes et femmes c'est des classes sociales à gauche aujourd'hui, ou que homo et hétéro c'est des classes sociales. Il y a des gens qui sont dérangés à ce point-là. Faut se rendre compte. Euh, voilà, donc, parce que des moments on a l'impression quand on voit des gens qui manifestent avec des drapeaux LGBT que au-delà, c'est peut-être sans doute maladroit, mais on a l'impression qu'au-delà de lutter contre l'homophobie, j'ai pas l'impression que les faits soient très efficaces. J'ai pas l'impression que ça amène grand-chose. Soit que les gens sont pas homophobes, soit que ça n'améliore pas le phénomène, voire que ça peut être même amener à plus de stéréotypes à la con. Euh, mais que les gens qui manifestent avec ces drapeaux-là, on a l'impression qu'ils veulent convertir des gens à l'homosexualité plutôt que de défendre les droits des homos, en fait. On a l'impression qu'ils disent
On va vous convertir. Non, c'est sans doute maladroit de leur part, mais voilà, ben, ça donne cette impression. On ne peut pas faire masse populaire avec ces gens-là, en fait. C'est-à-dire que voilà. Vous voulez faire bloc populaire, vous pouvez pas le faire avec quelque chose qui manque de sérieux. Vous mettez des drapeaux rouges et des drapeaux tricolores, vous avez plus de sérieux. Mais aujourd'hui, la gauche, manifestement, elle brûle des drapeaux tricolores, elle va mettre des drapeaux palestiniens, des drapeaux LGBT, et des drapeaux anards, des drapeaux transsexuels, qui encore sont autre chose. Et elle va penser qu'elle va avoir l'hégémonie culturelle face à l'extrême droite. Alors que l'extrême droite, elle arrive à aller avoir l'hégémonie culturelle et à comprendre Gramsci mieux que la gauche actuelle. Alors, il faut quand même se rendre compte de ça. Voilà, enfin, mais bon, ces gens-là luttent contre la haine. De façon très efficace, par ailleurs. Bon, je suis désolé, mais ça me fait rire. Donc voilà, quand ils vont bloquer pour qu'ils aient des manifs avec des gauchistes, qu'ils amènent des étudiants soutenir des grèves, encore, ouais. Mais j'ai l'impression, j'ai envie de dire, les ouvriers qui bossent à l'usine, ils seraient mieux à défendre eux-mêmes leur job que à compter sur des étudiants véganes ou dans un état ou plus ou moins toxico qui malheureusement existe à gauche en fait. Malheureusement, parce que vous avez une culture de l'aliénation à gauche. Vous avez bon, le transactivisme, avec des gens qui prennent des hormones, qui sont mutilés. Vous avez des gens qui sont toxicos à côté. Vous avez des gens qui sont véganes, ou qui prennent le véganisme. L'ouvrier qui entend un discours prônant le véganisme, qui lui a envie de bouffer un bon steak. Quand tu lui dis, ouais, vous êtes un oppresseur blanc, vous faites des barbecues, vous aimez les barbecues. Quand vous avez un type de ce genre-là, et ça existe à gauche, vous comprenez que vous ne pouvez pas reconstituer vous pouvez pas construire une majorité populaire à gauche avec ces gens-là. Voilà, donc voilà, je dis, le patron, qu'est-ce qu'il en a à foutre de la gauche étudiante et elle va pas menacer ses profits, hein. Le syndicalisme, c'est quand même lié au mouvement ouvrier et à la lutte pour les droits des travailleurs. Alors, il y a aussi du syndicalisme avec des grèves du logement. Ça existe aussi. Et le sujet des étudiants, c'est aussi les conditions de vie dans les résidences universitaires. Et là, il peut y avoir une organisation qui peut être utile. Je suis tout à fait d'accord. Il faut parler de ça. Faut en parler, il faut parler des sujets sérieusement. Voilà. Il y a des étudiants qui bossent aussi à côté de leur travail, il faut les défendre aussi sur leur lieu de travail. Et ça, moi j'ai parlé des facs, des grandes écoles, d'universités, tout ça, mais vous avez différents types d'études et de formations. Et vous avez la formation professionnelle à côté. Vous avez les gens qui font des BTS, des DUT, des gens qui font des formations en lycée pro. Vous avez des gens qui font, ouais, qui ont un CAP. Bon, là, c'est des gens, vous avez le domaine de la formation professionnelle. Au sens large, il y a des licences pro aussi. Vous avez aussi dans la fac des licences pro dans les universités. Et vous avez des stages en alternance, des stages de l'alternance. Et ça, c'est un domaine qui, à mon sens, est intéressant parce que dans le cadre de la lutte des classes, je ne parle pas forcément sur le plan académique, mais qu'il y ait un accompagnement syndicat, étudiant, lycéen, apprenti, c'est là, et ça existe, c'est le genre d'initiative, ça me semble pertinent du point de vue de la lutte des classes. Du point de vue de la lutte des classes, eh bien, le fait de soutenir les étudiants et les travailleurs en formation est pertinent parce qu'il y a de l'exploitation. Vous avez des stagiaires, vous avez des gens travaillant en alternance qui sont moyens pour le patronat, certains étudiants ou certains stagiaires, de les payer par un rond, en fait. Et là, vous avez un domaine dans lequel il faut faire intervenir la lutte des classes, et donc le syndicalisme étudiant, pour ce domaine-là. Voilà, je parle. Donc voilà, vous avez voilà, le syndicalisme étudiant ne doit pas tomber dans le wokisme, le gauchisme sociétal à la con, ne doit pas doit quand même comprendre qu'il y a des cas assez variés de profils parmi les étudiants et que les étudiants c'est pas une classe sociale comme on pourrait s'y attendre pour les ouvriers, pour la classe ouvrière, que
Oui, qu'il y a des conditions matérielles à défendre pour les étudiants et que ça doit être prioritaire sur les débats sociétaux identitaires, sur les enjeux sociétaux identitaires de la gauche un peu bébête, que, que bloquer les facs pour ne pas étudier, c'est pas faire du syndicalisme, c'est juste être bête comme ses pieds, et qu'il faut pas aller en manif, mais sur les lieux de grève, sur les piquets de grève, c'est là où se joue la lutte des classes, et que à côté des facs, universités, grandes écoles avec des études théoriques qui sont certes très intéressantes, vous avez des formations professionnelles, des études professionnelles, BUT, BUT, DUT, enfin BTS, lycée pro, formation, des gens qui font leur CAP, voilà. C'est peut-être, oui, c'est peut-être un peu moins reluisant d'un point de vue académique que le fait que des gens ben, ils sont juste en CAP, ils font juste et que, voilà, qui ne rentrent pas vraiment dans le cadre étudiant, mais plus formation professionnelle. Mais sur ce plan-là, il faut un syndicalisme qui s'implique. Et à mon sens, c'est beaucoup plus pertinent de jouer sur le terrain économique quand on parle de lutte des classes, parce que si on oublie l'économie, on oublie la lutte des classes. Il faut quand même dire les choses. Et donc, un étudiant qui bloque une fac ne fait pas de la lutte des classes, il bloque une fac. Voilà, il faut dire les choses. Le gauchisme culturel n'amène nulle part. Il faut dire ces choses-là. Ensuite, il y a la question des méthodes, et donc les CELA, c'est une initiative qui en faisait partie. OSCGT, quand ils défendent la lutte contre la transphobie, machin truc, ou le féminisme, ou tous ces enjeux sociétaux à gauche, eh ben, sont complètement dans les choux. La CELA, qui était liée aussi à OSCGT, à la CGT, mais qui n'est pas forcément appréciée de la direction de la CGT, ben voilà, enfin, vous avez, c'est une initiative qui est intéressante parce que CELA s'accompagne les étudiants, les lycéens, apprentis dans l'apprentissage professionnel, les apprentis dans un domaine de la formation professionnelle, tous ces gens-là, que ce soit les formations professionnelles, lycée pro, étudiants se professionnalisant ou travaillant, ça les accompagne à la fois sur leur lieu de travail, leur lieu de vie et leur lieu d'études. Et donc il y a un accompagnement complet de cette personne en formation et ou de cet étudiant, selon les cas. Études, lieu de travail, lieu de vie. Lieu de vie parce que des moments, il y a des résidences étudiantes où il y a des rats, où il y a un problème de chauffage, et sur lesquels il faut faire pression sur les proprios ou sur les gestionnaires. Il faut dire les choses clairement. Et voilà, vous avez aussi le lieu d'études, sur lequel il faut avoir des bonnes conditions d'études, vis-à-vis des bourses, vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des aménagements pour les personnes handicapées, tout ce que vous voulez, ou voilà, vis-à-vis des frais d'inscription universitaire. Le lieu de travail, évidemment, c'est un lieu traditionnel, le lieu des classes, et compagnie. Voilà. Donc cette initiative-là, celle-là était intéressante. Voilà, CGT, celle-là. À côté de ça, les syndicats, que ce soit FO, CGT, CFDT, tout ce que vous voulez, Sud Solidaire, bah, il faut quand même se rendre compte qu'il faut. J'ai un propos assez enthousiaste sur les syndicats comme dernière ligne de défense du mouvement ouvrier. Parce qu'aujourd'hui, le mouvement ouvrier, du point de vue des partis politiques, il bat complètement de l'aile. On a des partis politiques, la plupart des partis politiques de gauche tombent dans le gauchisme culturel, tombent dans le wokisme, tombent dans l'euro-collaborationnisme, l'europhilie, l'atlantisme, et cumulent ou l'islamophobie et le discours immigrationniste. Même s'il faut avoir une approche humaine de l'immigration, il faut aussi avoir une approche réaliste, par exemple. Eh bien, au-delà de ça, le syndicalisme, lui, est censé rassembler large, si vous voulez. Au-delà de la gauche, la droite, mais il est censé rassembler les travailleurs. C'est pour ça qu'il est intéressant. C'est-à-dire que vous avez des prolos de droite, vous avez des prolos de gauche, vous avez des prolos apolitiques. Et à mon sens, il faut rassembler les prolos qui défendent leurs conditions concrètes d'existence. Et c'est tout ça l'intérêt du syndicalisme. C'est l'action de terrain sur le lieu économique de la lutte des classes, et des gens qui au début ne sont pas communistes. Il n'y a pas de communiste ou de socialiste de naissance, on le devient, on forme une conscience politique, on forme une pensée politique. Alors il peut y avoir une aspiration morale au socialisme, avec des prédispositions, on, on va dire psychologiques sur le fait de morale, sur le fait d'être sensible au sort d'autrui, qui peuvent prédisposer une pensée socialiste ou communiste.
mais c'est une pensée politique, elle est construite intellectuellement, elle est construite en termes d'engagement politique. Voilà, vous avez quand même. Eh bien, le syndicalisme, ce n'est pas l'approche partisane, intellectuelle, mais l'approche pratique qui permet de construire ça. Enfin, il faut combiner les deux approches, c'est-à-dire l'approche partisane, qui est beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus théorique, beaucoup plus institutionnelle, parfois contre les institutions quand il veut faire la révolution, bon, peu importe, voilà, qui est pensée intellectuellement, et l'approche ancrée dans la réalité concrète qui est le syndicalisme. Les pieds et la tête. Moi, je vois ça comme le parti qui est la tête, qui est le cerveau de la lutte des classes. Mais le cerveau sans les pieds, eh bien, enfin, c'est la tête dans les nuages, en fait. Et le mec qui a les pieds, il faut avoir les yeux rivés vers les cieux, et la tête, enfin, mais essayer d'éviter d'être trop dans les nuages et garder les pieds sur terre, dans le domaine de la lutte des classes. Il faut quand même avoir un objectif politique et social ambitieux, mais il faut ne pas oublier les réalités matérielles autour de ça. Le syndicalisme semble apporter ce réalisme-là. Le problème, c'est que les directions syndicales, vous avez des gens de gauche, et cette gauche-là, c'est un mélange de gauchisme et de libéralisme. Et donc forcément, vous avez aussi beaucoup de sectarisme. Quand le PCF était à la tête de la CGT, il était capable de lutter contre le gauchisme, de lutter contre tout ce qui était petit bourgeois, et de défendre réellement les intérêts des travailleurs, et ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, ce que vous avez à la place, c'est des mecs de LFI et de LV. Et quand ce n'est pas formellement des gens qui ont formé des cadres pour contrôler le parti, mais pour contrôler le syndicat, enfin pour encadrer le syndicat, parce qu'il y a quand même une implantation historique de cadres communistes dans la CGT. C'est pour ça que les Américains, ils ont financé FO et ces groupes trotskistes pour faire concurrence à la CGT. Mais vous voyez, le truc, c'est que le syndicalisme, aujourd'hui, s'il est livré aux gauchistes et aux sociolibéraux, ben vous avez des gens qui, quand vous n'êtes pas woke, quand vous êtes soit de droite, soit souverainiste, soit sur un gauche qu'ils appelleraient rouge-brune, c'est-à-dire être contre l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, critique du wokisme, critique de l'immigration, critique de l'islam, mais profondément de gauche sur le plan économique et social, eh bien, c'est-à-dire pour les services publics, pour la santé, l'éducation, l'instruction, la nationalisation des grands moyens de production, enfin, eh ben, qui sont capables de vouloir vous fermer la porte au nez en vous traitant de tous les noms. Voilà, enfin, vous avez qu'il y ait des vrais rougements, c'est-à-dire des gens qui voudraient mélanger collectivistes et monarchistes, ou collectivisme avec du racisme, je sais pas. Enfin, il existe certainement des mouvements type strasseriste ou je sais pas quoi, ou réac de gauche, réactionnaire socialiste, on va dire, euh, mais ce terme-là est galvaudé. Excusez-moi, j'ai une alarme. Mais voilà. Le truc, c'est que le sectarisme gauchiste qui existe dans les syndicats, qui n'est pas omniprésent, mais qui existe bel et bien, fait que des initiatives type celle-là, qui sont de bonnes initiatives à mon sens, peuvent être entravées, peuvent être considérées comme d'une façon. Voilà. Quand vous avez des gens, vous avez forcément une lutte de ligne, même dans un syndicat, même si c'est pas un parti politique. Et ben, par exemple, entre ceux qui sont partisans de la Confédération européenne des syndicats et ceux qui sont partisans de la FSM, de la Fédération syndicale mondiale. Et vous savez bien que actuellement, vous savez bien que c'est pas Olivier Matteux qui a été élu, mais Sophie Binet à la tête de la CGT. Vous savez bien qu'entre Olivier Matteux et Sophie Binet à la tête de CGT, vous savez qui est du côté du prolétariat et qui est du côté de la petite bourgeoisie. Voilà, enfin, vous savez très bien qu'en termes de rapport de classe, qu'en termes de classe sociale, ils ne représentent pas le même monde. Même Martinez, qui sur le plan des questions géopolitiques était médiocre, euh, ben, venait quand même d'un milieu beaucoup plus populaire que Sophie Binet. Donc avait un lien avec le monde ouvrier, voilà, plus. Et donc ça se répercute aussi sur le syndicalisme étudiant et la formation et les formations professionnelles. Et dans ce domaine-là, je pense qu'il faut s'investir.
il faut s'investir à la fois sur le plan du syndicalisme ouvrier traditionnel et sur un syndicalisme étudiant qui sera rénové hors du gauchisme sociétal, hors des conneries de ce qu'on retrouve classiquement. C'est un travail de patience, à mon sens. Voilà. Mais il faut l'effectuer. Il faut l'effectuer, il faut aussi des cadres pour le mouvement ouvrier. Ces cadres, ils vont nécessairement faire des études professionnelles ou doctorales, enfin, universitaires, académiques, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi avoir de l'auto-formation, d'avoir des gens qui lisent beaucoup de bouquins à côté, mais voilà. Mais voilà, il y a un cadre de lutte ici, mais il faut avoir faut essayer de développer de bonnes méthodes, une pensée à peu près correcte sur la question. Voilà. Moi, je le dis tout de suite, je ne suis pas de gauche, je suis communiste. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je ne suis pas de gauche. Ça veut dire que la gauche actuelle ne me représente pas et que le clivage gauche-droite, en général, me semble quand on en reste là, c'est une analyse très superficielle, si vous voulez. Moi, je suis communiste, je suis pour la mise en commun des moyens de production d'échange, je suis pour la redistribution de pouvoir et des richesses. Donc, je suis communiste. Mais la gauche actuelle, pour moi, elle est tout sauf communiste. Bon, vous avez des sociodémocrates, des sociolibéraux qui ne sont pas communistes, mais même les mecs qui se disent communistes ou de gauche radicale, c'est pour moi des libéraux. Hein, c'est des gens peuvent se dire être très radicaux, mais quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui dit être pour la collectivisation, mais qui est pour l'Union européenne, par exemple, ou qui se réclame de l'anarchisme, vous savez très bien qu'il ne va pas, dans la pratique, proposer quoi que ce soit en faveur de la collectivisation des moyens de production et d'échange. Parce que voilà, il faut être cohérent. Sur ce, camarades et citoyennes, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Prenez soin de vous. Ciao!